Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jules Torres, du service politique du journal du dimanche, et avec le philosophe Nathan Dever. Voilà donc le rabotage et le détail sur le rabotage. Ces 60 milliards d'économies que cherche Michel Barnier et son gouvernement. Un malus alourdi pour les voitures thermiques, un bonus raboté pour les électriques. La France qui lève un montant record de 300 milliards d'euros sur les marchés pour se financer, l'électricité qui sera limitée à 9% du tarif réglementé, une revalorisation, ça c'est très important, de 2% des tranches de l'impôt sur le revenu pour limiter les effets de l'inflation, 1,2 milliard d'économies prévues sur les primes à l'apprentissage, alors que l'apprentissage c'est 70% notamment dans les PME, une contribution temporaire et exceptionnelle instaurée pour les ménages les plus aisés qui eux-mêmes sont déjà taxés de plus et 3 et de plus 4% selon les revenus au-delà de 250 000 euros, et une taxe exceptionnelle qui visera les grandes entreprises de transport maritime. Je vous propose d'écouter le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Il n'y a pas de coupable à aller chercher. Il y a une responsabilité collective à avoir pour un redressement des finances publiques, après avoir pendant plusieurs années collectivement souhaité que la puissance publique soit en soutien de notre nation, et nous avons eu raison collectivement de l'être à ce moment-là. C'est donc un chemin de responsabilité, mais on ne peut plus attendre. On doit faire des choix courageux maintenant pour s'éviter des choix douloureux plus tard. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. On appelle un chat, Nathan Dever. Oui, moyen, il y a aussi un côté vessie et lanterne. Dire que nous avons souhaité collectivement que la France construise ce déficit, ce n'est pas vrai. Ce déficit, il a été le fruit, certes d'habitude, certes avec le soutien de la société civile, une mentalité à vouloir que l'État nous aide toujours, mais enfin de décisions politiques. Et ces décisions politiques, elles ont été le fruit des politiques. La crise du coronavirus, ça a été une explosion de la dette, du déficit public, je reviens pas là-dessus. Et à l'époque, les gens qui critiquaient ça étaient critiqués sur la base d'accusations d'irresponsabilité. Moi, j'aimerais faire cette remarque, c'est qu'en effet, aujourd'hui, un budget de cette nature, peut-être qu'il s'impose, peut-être que c'est la seule solution, mais en tout cas, il vient nous montrer que tous ceux qui se sont réclamés du cercle de la raison, qui ont voulu avoir une sorte de monopole de la rationalité économique ces dernières années, nous ont quand même mené un peu dans le mur. Et on peut faire une petite remarque, c'est que quand même, voir des milliers de postes de professeurs supprimés, alors qu'on sait déjà qu'il y a un déficit de professeurs à l'éducation nationale, je trouve ça assez navrant, et peut-être que c'était pas forcément le meilleur endroit où il fallait faire des économies dans les dépenses publiques, parce que si on a un service public de mauvaise qualité, si on a une éducation nationale de moindre qualité, c'est évidemment la France de l'avenir qu'on insulte. 4000 postes d'enseignants en moins par rapport à 2024, principalement en maternelle et en élémentaire, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, Nathan Dever. Jules Torres. Michel Barnier, de toute façon, il peut pas faire des miracles. Il a eu un mois pour façonner un budget. On sait même pas. Il a eu un mois, lui, à Matignon, pour façonner un budget, 15 jours avec son gouvernement et donc ses ministres. Donc évidemment, il pouvait pas faire de miracle. Je trouve que c'est un budget qui, a priori, selon les premières informations que l'on a, se tient. Honnêtement, il se tient. Je peux vous dire que Michel Barnier, il a fait beaucoup d'efforts, parce que ce qu'il proposait en 2021, c'était pas du tout ça. Il proposait pas du tout d'augmenter les impôts pour les grandes entreprises. Il proposait pas du tout d'augmenter. Là, vous dites quand il était candidat de 2022. À la primaire de 2021, pour être candidat en effet à la présidentielle de 2022. Donc, Michel Barnier nous propose un budget où il ne peut pas faire de miracle, où il fait des efforts avec lesquels il n'est pas forcément foncièrement d'accord, mais il a une réalité, c'est faire passer un budget. Lui, c'est sa seule mission aujourd'hui à Michel Barnier, c'est de faire passer le budget avec la composition de l'Assemblée nationale qui est celle qu'on connaît. Donc évidemment, ça passe par des choix qui sont très forts, 4000 enseignants en moins l'année prochaine, ça passe par 500 millions de budget pour la justice en moins, alors qu'on sait que ça devrait être, si ce n'est la priorité, l'une des priorités de ce gouvernement. Il y a un certain nombre de mesures qui dont vont pâtir un certain nombre de ministères, mais le problème c'est que on a un déficit qui pourrait aller à 7% dans les prochaines années, donc il n'a pas le choix, Michel Barnier. Honnêtement, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas le choix, et il va arriver dans une temporalité qui est assez spéciale, puisqu'il y a un délai pour adopter ce budget. Et Antonin André, tout à l'heure, dans la première heure, faisait remarquer
que il y avait le Sénat qui guettait et Éric Coquerel en commission des finances qui avait l'air de dire attention, pas trop d'amendements, parce que ce qui se passe, c'est que si, et je parle sous votre contrôle, Jules Torres, si ça prend trop de temps, après ça passe directement au Sénat, ça se termine sur une commission mixte paritaire et le budget il est adopté, il n'y a même pas besoin de faire 49.3. Non, parce que à la fin de la commission mixte paritaire, il faut que les deux assemblées valident le texte qui est proposé par la commission mixte paritaire. Et à la fin, si l'Assemblée n'est pas d'accord après la fin de la commission mixte paritaire, la navette parlementaire reprend son cours. Et c'est toujours, je fais un petit peu de droit consti, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et donc c'est notre belle constitution. Ouais. Mais bon, on espère avoir des forces vives qui se battent pour l'intérêt du pays. Je pense que Marine Le Pen a tout intérêt dans cette séquence à être la plus constructive possible. On l'a pas entendu, Marine Le Pen. En effet. Ni Jordan Bardella. On entend les lieutenants de temps en temps, Monsieur Chenu, Monsieur Tanguy. Mais honnêtement, on sait que de toute manière la gauche ne votera pas ce budget, qu'ils vont essayer de proposer un certain nombre de censures. Mais honnêtement, si on regarde vraiment ligne par ligne dans ce budget, je ne vois pas comment Marine Le Pen pourrait voter contre ce budget. Nathan Devers. Oui, un dernier mot ou vous voulez qu'on passe à autre chose? Non, parce que j'ai l'impression que vous avez tout dit. on peut rajouter une chose quand même, c'est que il est vrai que Michel Barnier, je suis tout à fait d'accord avec vous, a souhaité à travers ce budget, entre guillemets, agir un peu contre le programme qui était le sien, contre sa vision idéologique, l'augmentation des impôts sur les très hautes fortunes, le fait de retirer certains avantages aux entreprises. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est notable. Vous savez, c'est la phrase de Peggy sur Kant, que Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Et moi, j'observe que la gauche, le fait qu'elle rejette en bloc ce budget, évidemment, c'est pas un budget de gauche, il faut pas mentir. Mais alors qu'il y a quand même un certain nombre de choses, en effet, qui pourraient tout à fait l'intéresser, et elle pourrait reconnaître, en tout cas, que Michel Barnier a fait des pas vers elle. Je trouve que ça manque en quelque sorte, on pourrait dire de fair play, et ça manque en tout cas de respect de l'intérêt général. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, voilà ce qu'elle dit à propos de ce budget ce soir. Un budget, ce sont des choix, et nous avons fait des choix. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un effort nécessaire, partagé et ciblé. Un effort nécessaire parce qu'il est urgent de maîtriser nos comptes au moment où notre déficit dépasse les 6% en 2024 et où il dépasserait les 7% sans effort supplémentaire l'année prochaine. Un effort partagé ensuite, et les ministres présents à mes côtés pourront en témoigner, un effort ciblé pour faire en sorte qu'il soit réparti de la manière la plus équitable possible. Le Premier ministre a tenu à remercier toute son équipe pour le travail réalisé en urgence et il a rappelé, comme vous le savez, parce qu'il l'a déjà dit, sa volonté d'être responsable plutôt que populaire. Bon, ben voilà, j'ai l'impression que Jules Torres est tout à fait d'accord avec ce que dit Maude Bréjon. Je suis tout à fait d'accord de ce que dit Maude Bréjon. Pour le coup, le gouvernement de Michel Barnier s'est très bien comporté. Les ministres ont plutôt joué fair play, pour reprendre les mots de Nathan Devers. Ceux qui n'ont pas joué fair play, c'est finalement les tenants de l'ex-majorité présidentielle. On verra quelles seront les réactions, quels seront les comportements dans les jours à venir de Gérald Darmanin et Gabriel Attal, qui n'ont pas manqué d'audace ces dernières semaines pour proposer leur meilleure solution pour restaurer l'économie française, solution qu'ils se sont bien gardés de nous donner pendant les 7 dernières années. Moi, j'attends aussi une parole, c'est celle de Bruno Le Maire. Comment il considère ce budget? On sait que ça a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, quand bien même il était resté au sein du gouvernement. Souvenez-vous, il y a quelques années, il a demandé un projet de loi de finances rectificative qui a été balayé d'un revers de main par Emmanuel Macron. Ensuite, je suis d'accord avec vous, Pierre, il est resté, mais pour des raisons... Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, Jules Torres, mais je vous l'ai dit combien de fois? De nombreuses fois. Moi, je persiste à penser qu'il ne pouvait pas partir vu la situation du pays, et on le voit bien. Pourquoi vous dites ça? Il aurait pu. Pour le coup, il a plutôt fait preuve de responsabilité, Bruno Le Maire. Attends, et vous êtes d'accord aussi avec quand il s'est déclaré avant l'été, souvenez-vous de cette interview avec Benjamin Duhamel de BFM TV, quand il dit, mais vous comprenez, j'ai sauvé la France? Non, mais bon, ça c'est c'est les excès de langage. Ça y est, vous avez été... C'est des excès de langage, mais moi je suis désolé, quand il défend, sa ligne, je trouve... Asphyxié par le serpent K qui vous dit, ayez confiance. J'ai beaucoup de respect pour Bruno Le Maire, d'ailleurs, on a toujours eu des échanges tout à fait cordiaux, on a fait des interviews très constructives avec Bruno Le Maire. J'estime malheureusement que quand une ligne ne va pas, quand le commandant d'un bateau
et c'est le marin qui vous parle, va dans le mauvais sens et que le commandant en second ne lui dit pas commandant, je suis désolé, mais je suis en désaccord avec vous, on va dans le mauvais sens, ça peut pas fonctionner. Je dis juste qu'il a un petit peu plus de courage que ceux qui aujourd'hui donnent des leçons à Michel Barnier, qui présente un budget qui est convenable. Mais bien sûr. Et voilà, à mon Vous voulez que je vous repasse la séquence où TF1 a tendu son micro lors de l'arrivée de Michel Barnier dans la Vienne et Sacha Houlier qui dit j'osais pas censurer mais j'aurais dû parce que franchement les mesures de Retailleau ce matin sur l'immigration dans le Parisien ça me donne envie de vous censurer. Mais on va où comme ça c'est le problème. C'est quoi la suite? Si on censure la suite, gouvernement de Michel Barnier. Le bilan de 10 ans de macronisme. J'espère être là dans 3 ans avec vous pour en parler. Et je pense qu'on sera très sévère, sans doute avec Bruno Le Maire, sans doute avec Gabriel Attal, sans doute avec Gérald Darmanin, sans doute peut-être avec Sacha Houlier, mais peut-être qu'on l'aura oublié d'ici là. On se retrouve dans un instant, mon cher Jules Torres. J'aime bien débattre avec vous. J'aime bien ça.